Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel avec la délégation générale du Québec à Paris. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Catherine Mavrikakis. Bonsoir Catherine. Bonjour, pardon Catherine. Bonsoir à vous et bon midi à nous. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil, Nathalie. Alors, on vous reçoit pour parler de votre roman L'absente de tout bouquet, qui est sorti aux éditions Héliotrope en 2020, donc qui est une maison d'édition québécoise. On va en parler dans 2 minutes avec votre éditrice qui est là, qui est Annie Goulet, et qui est sorti en France en mai chez nous, chez Sabine Vespizer. Bonsoir Annie Goulet. Donc vous êtes éditrice aux éditions Héliotrope. Exactement, bonsoir. Alors, avant qu'on commence, il y a 2 librairies partenaires. Il y a la librairie du Québec à Paris, qui est partenaire de cette soirée, et la librairie Doucet au Mans. On les salue. Alors, si vous le voulez bien, Catherine, on va commencer, puisqu'on a la chance d'avoir une éditrice avec nous ce soir, par votre maison d'édition, la maison Héliotrope. Est-ce que, Annie, pouvez-vous nous parler de cette maison qui a été créée en 2006 ? Oui, d'ailleurs, j'ai préparé un petit texte pour être sûre de n'oublier rien ni personne. Donc, effectivement, c'est une maison qui a été fondée par Florence Noyer en 2006, c'est notre directrice générale, ce qui signifie qu'on fête cette année nos 15 ans. Et bon, c'est une coïncidence, mais le fait que Le ciel de Bay-City de Catherine Mavrikakis paraisse en allemand ces jours-ci sous le titre Der Himmel über Bay-City et qu'elle soit invitée aussi d'honneur à Francfort la semaine prochaine, participe des célébrations, disons. Alors, bon, Héliotrope, c'est une maison qui a de tout temps offert la plus grande part de son programme éditorial à la littérature québécoise, qui est une littérature singulière, exigeante, audacieuse. Et Catherine est l'une des auteurs phares de la maison, si je puis dire. Je ne veux pas l'embarrasser, mais c'est vrai qu'en particulier avec Le ciel de Bay-City, justement, qui demeure à ce jour un des succès les plus grands succès critiques et commerciaux de la maison. Catherine, par exemple, a été nominée 2 fois au prix Féminin, entre autres distinctions. Annie, je pense que vous avez votre son qui est coupé par vos papiers, je pense. On ne vous entend pas très bien. Excusez-moi. Très bien, je suis désolée. Alors, je reprends peut-être la dernière phrase. Oui, allez-y, allez-y. Je mentionnais que Catherine avait, entre autres distinctions, été sélectionnée au prix Féminin 2 fois et a publié donc plusieurs romans chez nous qui sont également parus chez Sabine Vespizer, comme vous l'avez mentionné. Alors, je peux peut-être parler de nos autres auteurs qui sont aussi invités d'honneur à la Foire de Francfort cette année. Il y a Martine Delvaux et Louise Dupré. Alors, Martine Delvaux, c'est une écrivaine féministe qui est très reconnue ici au Québec et qui offre des livres hybrides, de genre hybride entre le récit, le roman, l'essai, dont 2 titres récents, Le monde est à toi et Pompière et pyromane, qui vont paraître très bientôt dans une nouvelle maison d'édition française, Les Avrils. Cet hiver, pour être plus précise. Enfin, pas très précise, mais vous le verrez bientôt arriver. Vous verrez bientôt ces 2 livres-là arriver sur vos rayons. Et puis, Louise Dupré, pour sa part, est une romancière et poète québécoise majeure et elle est cette année finaliste au prix France-Québec avec son roman Théo à jamais qui a été publié chez nous l'an dernier. Donc, les 2 auteurs seront également à Francfort, enfin, sont également invités d'honneur à Francfort cette année. Alors, ça prouve un peu qu'on a des liens assez serrés avec l'Europe, particulièrement la France, depuis les débuts. Ces liens se sont multipliés, disons, grâce au concours de notre agence BAM en France. On peut mentionner, par exemple, les succès de Kevin Lambert, qui a publié 2 romans au Nouvel Attila. Tous 2 ont remporté un succès assez éclatant en France, Querelle, prix SAD, sélection prix littéraire du monde, prix Vepler, prix Médicis et Tu aimeras ce que tu as tué, cette année finaliste au prix Médicis pour notre plus grande joie. Dans cette nouvelle cohorte, il y a aussi Marie-Pierre Lafontaine qui a signé un premier livre, Chienne, qui a bouleversé les lecteurs français comme au Québec, je crois. Premier livre d'autofiction qui raconte une enfance de violence et d'inceste et qui a remporté également le prix SAD l'année dernière. Et depuis 6 ans, on fait du roman noir.
Je crois que vous étiez curieuse de m'entendre parler là-dessus. Oui, oui, je voulais savoir pourquoi, parce que c'est étonnant d'attendre si longtemps pour ouvrir au roman noir alors que vous étiez basé sur la littérature pure et dure avec des essais. Et cette ouverture est due à quoi? Pour notre plus grand plaisir, hein, bien sûr, mais... Oui, et ben c'était peut-être une double ouverture, c'est-à-dire qu'on s'ouvrait à un nouveau public avec cette collection-là, mais on ouvrait de la même manière un genre à des auteurs de la maison. On a envie de faire du polar, du roman noir qui soit très littéraire et qui soit quand même des livres d'auteurs. Alors, depuis 6 ans, on publie de tous les sous-genres, hein, du polar, du thriller, du roman noir. Et ça reste quand même des titres très, 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 très ambitieux sur le plan du style, souvent. Et donc, ça nous amuse beaucoup. On en fait 1 ou 2 par année. Jusqu'ici, on en a 15 et ça continue. Ce qui veut dire que Catherine pourrait très bien, si elle a envie, aller dans le noir. Absolument, et on l'accueillerait avec grand plaisir. Ça serait très intéressant de la voir, Catherine, dans du roman noir. Je pense que... Absolument. Ouais, c'est gentil de me dire ça, c'est gentil. Non, je vais essayer, je vais peut-être m'y lancer. Ça me donne des idées. Oui, il y a matière, je pense, hein, parce que moi, je vous ai lu je vous ai découverte, et je trouve que par moments, il y a des petites pistes, et je pense que vous seriez très bien dans le roman noir. Absolument. Mais c'est des trucs qui s'exportent assez facilement. Pardon, Catherine, je t'ai coupée. Non, vas-y, j'ai dit non, je vais le faire, c'est une bonne idée, je vais le faire. J'ai pas grand-chose à faire, donc je vais faire ça, merci. Eh bien, merci Nathalie d'avoir discuté ça. Non, je dis il y a matière, parce que là, dans ce roman qui est... Moi, je vous avais jamais lu, donc voilà, moi, j'avais un œil neuf sur votre écriture, et je me suis dit qu'il y avait tellement de thématiques, qu'il y avait des thématiques qui sont proches, et même la structure, il y a des moments où vous nous emmenez et puis vous arrêtez, et on se dit, ah, ça serait pas mal ça dans du roman noir quand même. Non, tout à fait, je le sens aussi comme ça, hein, mais c'est souvent que j'ai l'impression que mon fil narratif est peut-être pas assez tenu, mais pour pouvoir faire du roman noir. Mais non, peut-être vous avez raison, il y a toutes sortes de romans noirs, donc je pourrais essayer autre chose, tout à fait. Merci. Le roman psychologique, vous irez très bien. Oui. Je referme la parenthèse, si j'ai pu aider, tant mieux. Vous avez des crédits, des droits d'auteur. Voilà. Ben, j'allais dire aussi que ces titres-là, comme on propose aux auteurs d'inscrire leur roman noir dans le territoire québécois, c'est des titres qui sont très proches de nous et en même temps très intéressants à l'exportation. D'ailleurs, il y en a 8 de ces titres, donc plus de la moitié qui sont parus ou vont paraître en France bientôt. Donc, c'est assez réjouissant de voir ça. Voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'on est complètement dans la thématique puisque héliotropes, ce sont des plantes. Donc, ce soir, on va parler aussi un peu de plantes grâce à Catherine. C'est voulu ou c'est le hasard? Non, c'était pas un hommage à héliotrope. Ouais. Tout ce que j'écris est un hommage à héliotrope, mais celui-là n'était pas voulu. Non, c'était vraiment un hommage à ma mère et à l'amour des fleurs qu'avait ma mère. Et je tenais vraiment à essayer de faire quelque chose de joli parce que ma mère aimait les choses jolies et je voulais donc penser à des fleurs, ce qui était pour moi ce qu'elle avait de plus comment dire, elle avait un amour des fleurs qui n'était pas esthétique, mais elle avait un amour des fleurs. Pour elle, c'était un signe de richesse, de luxe. Et c'était, comme je le dis dans le récit, elle aimait les fleurs coupées, elle n'aimait pas les fleurs des champs, elle venait de la campagne, elle n'aimait pas la campagne, elle venait d'un petit village, elle n'aimait pas le petit village, elle aimait les fleurs qui étaient impossibles dans son coin de pays. J'ai montré à l'écran donc la couverture canadienne, québécoise. Je vais montrer, parce que vous êtes sorti en France chez Sabine Vespizère, je vais montrer la couverture qui n'a rien à voir, qui est dans la charte graphique. Je ne sais pas si on la voit là. Oui. Voilà. Donc, oui, elle est très belle aussi. Hein. Chez Sabine, c'est toujours des couvertures. Tout est dans le jeu des couleurs parce que la couverture est déjà faite, mais tout est dans le jeu des couleurs et on se demande toujours qu'est-ce qu'elle va décider pour nos livres. Alors Annie, je ne sais pas si vous avez terminé vos remarques, ce que vous aviez à dire sur la maison de l'édition. Soit vous restez avec nous, on vous invite, vous nous écoutez, soit vous nous rejoignez à la fin. C'est comme vous voulez.
Alors, je veux peut-être prendre une petite minute, peut-être pour parler des 3 autres nouveautés de la saison Oui, qui vont vous allez-y. arriver bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Je m'en voudrais de pas mentionner Clara Dupuis-Morancy, qui a publié son premier roman il y a maintenant, je ne sais pas, 3 ans. Elle revient, 3 ans. Elle revient avec Sadie Hicks, qui est un roman qu'elle qualifie de roman de désapprentissage, qui est absolument fascinant, un roman philosophique. Il y a aussi le roman de notre directrice littéraire, Olga Duhamel-Noyer, qui s'appelle Une autre vie est possible, un roman où elle décrit les idéaux et les ambitions révolutionnaires d'une cellule communiste à Montréal dans les années 70. Absolument fascinant. Et il y a aussi Voyance au pluriel d'Anne-Renée Caillé, qui est un récit intime où la narratrice consulte des astrologues et des cartomanciens et mêle leur voix un peu jargonneuse et ésotérique à la sienne, qui est beaucoup plus poétique et introspective. Alors, c'est trois superbes livres qu'on vient de lancer au Québec en septembre. Et donc, voilà, je voulais vous les annoncer et vous les présenter brièvement. Vous avez bien fait. Et je vais rester avec vous pour écouter Catherine, mais en me retirant délicatement derrière. D'accord. On vous retrouvera à la fin pour les questions. Parfait. Parfait. Et bon entretien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Alors, Catherine, à nous deux, je vais essayer d'être à la hauteur de ce beau roman. Vraiment, j'ai passé je ne savais pas du tout ce que j'allais lire, puisque je ne vous avais jamais lu. Et j'ai passé ça m'a bousculé aussi un petit peu, ce sujet. Est-ce que vous pouvez me dire en 3 mots comment vous définiriez votre roman? Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est tout à fait un roman. Si moi, je devais il y a quelque chose de romanesque parce que bien sûr, il y a des choses que j'ai inventées, mais c'est un rapport, c'est un récit de deuil, je crois. C'est le récit, c'est vraiment en 3 mots, parce que je crois que c'est comment ma mère, enfin la mère de Catherine dans le texte est morte. Et cette mère s'appelle comme ma mère, elle s'appelait Denise Marchand. Et comment la narratrice, qui est parfois moi, peut-être parfois, bon, j'invente un peu, mais passe la première année de deuil en écrivant un peu chaque jour sur sa mère. Alors, c'est pas sous la forme d'un journal, parce qu'on va pas avoir les entrées, les dates, mais c'est des fragments de pensée, des fragments un peu longs. Il y en a plein que j'ai coupés aussi parce qu'il y en a qui étaient trop personnels ou qui me semblaient relever d'un autre lieu que de l'écriture. Mais j'ai essayé de garder des lieux, de garder le texte pour pouvoir essayer de témoigner de cette année de deuil. Voilà, où il me semble que tout est étonnant pour les gens qui ont perdu quelqu'un, c'est-à-dire c'est toutes les premières fois, les premières dates, les premiers anniversaires sans une personne que l'on a aimée. Moi, j'ai trouvé que votre livre, on va dire livre, pas roman, il était très sensitif parce qu'il y a les odeurs, il y a les images et il y a la voix. On entend la voix. Ça, c'est très curieux. Comment on travaille-t-on? Est-ce que ça a été compliqué pour vous d'écrire Alors vraiment, ça a été le livre le plus simple de ma vie à écrire parce que j'avais l'impression que cette voix-là, c'était la voix qui m'accompagnait moi-même. C'était ma voix, surtout. On n'entend pas beaucoup la voix de ma mère dans le texte parce que bon, et c'était vraiment ma voix qui m'accompagnait à travers le deuil. Et j'avais l'impression qu'elle était toujours là, que je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage et que c'était ça dans un premier temps qu'il fallait que je puisse travailler. Donc, ça a été très facile, mais vous avez raison, c'est un texte de la voix parce que je pense que ma relation à ma mère était aussi une relation pas du tout dans le corps, mais beaucoup dans la parole. Nous parlions, alors nous parlions pas de choses très personnelles. Ma mère elle était née en 1925, donc il y a fort longtemps, et elle était donc née à Villers-Bocage en Normandie, et elle n'était pas du tout affectueuse avec moi, mais on avait une voix. Il fallait développer
il fallait développer des dialogues, il fallait être à la hauteur de la parole de ma mère. Il fallait surtout pas prendre l'accent québécois. Ça, c'était très difficile quand j'étais enfant. J'étais toujours en train de faire attention parce que ma mère ne voulait pas qu'on ait l'accent québécois, mon frère et moi. Donc, on avait vraiment... vous avez raison, c'est ma voix française. En fait, c'est pas ma voix québécoise. Si j'écrivais un texte, j'ai déjà écrit un texte plus québécois qui s'appelait Ça va aller. Et là, j'ai ma voix québécoise, mais je pense qu'avec ma mère, c'est ma voix on ne peut plus française. Bon, il y a sûrement plus français, hein, mais pour moi. Donc, pour ceux qui nous regardent, votre maman était française et votre père était grec, c'est ça, hein? Oui, mon père était grec, mais il avait passé sa vie en Algérie. Voilà. Alors, vous dites que c'est votre voix, mais moi, par moment, j'ai l'impression d'avoir entendu la voix de votre mère, parce que quand elle vous réclame match, au lieu de dire pareil match, moi, j'entendais une voix, alors je ne sais pas pourquoi, je l'imaginais très sévère et très grave, cette voix. Comme un prof. Ma mère avait une voix de prof, elle n'était pas si grave que ça, mais elle avait une voix très, très, très autoritaire. Et vous avez tout à fait raison d'entendre dans Match, c'était vraiment, ouais, c'est elle qui le dit. Et des fois, il y a des petites choses qui sortent, mais vous avez raison, elle avait une voix autoritaire, une voix... Et c'est pas pour rien que je lui écris, parce que le texte lui parle, pas tout le temps, mais des fois, elle devient une morte, c'est-à-dire elle devient un objet, je dis objet, mais je veux dire quelque chose, un elle. Elle n'est plus le tu auquel s'adresse la narratrice, elle devient quelque chose de lointain, elle. Mais je pense que c'est pas pour rien donc que la narratrice écrit à sa mère à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas pu, devant cette voix si autoritaire, pouvoir prendre sa place. Voilà. Autoritaire mais attachante. Moi, je trouve qu'il est très... Votre mère, alors c'est moi, parce que je suis lectrice, je n'ai pas le même point de vue que vous. Mais alors, j'ai une question. Est-ce que c'est un livre de la réparation ou de la reconstruction? Non, mais vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Ma mère était très attachante et je voulais vraiment faire un texte de vengeance. Est-ce que vous m'entendez encore, Nathalie? On me dit que ma connexion est instable. Vous êtes figée, mais allez-y, on vous entend très bien. Donc, d'accord. Donc, là, vous m'entendez plus? Oui, si, allez-y. Oui, je disais que ma mère je ne voulais pas faire un texte de vengeance. Je ne voulais pas dire, voilà, maintenant, tout ce que... Au contraire, je pense que si je suis celle que je suis, pour le meilleur et pour le pire, c'est grâce à ma mère. Ma mère était là, elle a été vraiment là pour nous, elle nous a donné ce qu'elle pouvait nous donner. Donc, il ne s'agissait pas d'un texte de vengeance. Par contre, il s'agissait peut-être d'un texte réparateur, ou, comme vous le dites, parce qu'il s'agissait de pouvoir lui dire des choses qu'elle n'aurait pas accepté que je lui dise, parce que ma mère n'aurait pas accepté les sentiments. Vous avez dit que c'est un texte sensible, mais ma mère, c'était pas son fort, les sentiments, disons-le comme ça. Alors, les sentiments, j'ai pu les sortir dans le livre, et ils avaient toujours été là, mais c'est un texte aussi c'est le texte d'une petite fille, bien que je sois une presque vieille dame, j'ai 60 ans, c'est pas particulièrement jeune, mais c'est le texte d'une petite fille qui est fascinée par sa mère et qui trouve que sa mère est grande et qui est un peu étonnée de la voir mourir alors que, bon, elle pensait que sa mère était surpuissante et ne mourrait jamais. Voilà. Alors pour moi, c'est aussi le livre de la séparation. Et justement, vous me lancez une perche. Est-ce que pour accepter cette séparation ultime, il fallait invoquer l'enfance? Ah oui, je crois qu'il fallait. Je crois que c'est l'enfance c'est là. En fait, c'est là où j'ai imaginé. C'est là où j'ai le plus imaginé ma mère morte enfant. J'avais toujours peur qu'elle meure. On a toujours. Enfin, je ne sais pas si on a toujours, mais moi, j'avais peur qu'elle disparaisse. Hein. Je ne sais pas si j'aurais dit meurt, mais je me dis, si elle n'était plus là, il n'y aurait plus personne. Donc, j'ai eu l'impression que c'était par l'enfance qu'il fallait que je retrouve cette douleur que j'avais déjà sentie enfant pour écrire. Je n'en parle pas nécessairement tout le temps de cette douleur-là, mais il fallait passer par aussi un rapport au monde qui était très fondé dans les sens, c'est-à-dire dans les odeurs. Ma mère, c'était des odeurs, c'était de la nourriture et beaucoup de nourriture française qu'elle faisait venir par des colis au Québec, etc., etc. Donc, c'était vraiment retrouver ma mère intacte dans l'enfance.
Moi, ce que j'avais entouré dans mes notes de lecture, c'était un livre sur les attachements familiaux, parce que c'est complètement ça. Et il y a aussi beaucoup d'ambivalence, parce que vous écrivez au tout début du livre que est-ce que c'est normal d'aimer à ce point une morte? Alors que quelque part, vous lui en voulez aussi. C'est très intéressant ce processus que vous écrivez tout au long du livre. Oui, il y a beaucoup d'amour quand même, je crois, même si il y a aussi de la colère, mais je crois qu'il y a beaucoup d'amour. Et ce qui est fou, c'est que peut-être parce que peut-être parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, mais j'ai l'impression que il est très difficile pour moi de me séparer de ma mère, que c'est un processus qui est, et malgré la fin du livre, qui m'a quand même aidée, j'ai l'impression que ce deuil est infini, que ma mère me manque, mais toujours manqué parce qu'elle n'a jamais été très, très affectueuse. J'ai jamais eu quelque chose comme un lien physique à elle. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Oui, Nathalie? oui, 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 très, 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 très bien. Je vous entends très bien. Il y a eu une petite coupure, mais vous inquiétez pas, c'est les aléas du réseau mondial. Il y a des références. Alors, quelle est la place du végétal dans votre vie? Parce que effectivement, on va en revenir au titre, attendre de tout bouquet des fleurs. Mais quelle est la place du végétal dans votre vie? Oh, ben là, vous voulez ça. J'aime beaucoup ce que j'ai raconté. J'aime beaucoup quand la nature se met à pousser. On vit quand même au Québec où on est dans un monde où ça pousse quand même assez tard. Et j'aime beaucoup aussi quand la nature est en train d'aller vers une fin, là, comme c'est le cas en ce moment. L'automne est très particulièrement mélancolique pour moi. J'aime les moments où le végétal se met à pousser, où le végétal se met à mourir. C'est des moments très importants pour moi, des moments de bouleversement. Et j'avais envie dans le texte, alors que je sentais qu'il y avait une fin, qui pour moi, je pouvais métaphoriser par des fleurs fanées, hein, un bouquet de fleurs fanées, etc. J'avais envie de repenser au printemps qui arriverait et où tout se remettrait à pousser. Donc, pour moi, c'était une temporalité. Le végétal allait me permettre de vivre une temporalité du deuil. Par ailleurs, j'aime beaucoup les fleurs et j'aime beaucoup les plantes, mais peut-être pas tant coupées parce que j'ai l'impression que ça ne vit pas longtemps. Je pense que je préfère les plantes quand elles sont pas, les fleurs quand elles ne sont pas coupées, mais c'est encore drôle. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas m'offrir de fleurs. Mais, mais je dis quand même, j'ai l'impression que j'aime bien cette vie végétale. Hein. D'un seul coup, ça se remet à pousser, mais ça vient d'où tout ça? Donc, il y a quelque chose de magique. Bon, on entend bien que je n'ai pas été élevée à la campagne hein, pour trouver ça. Mais non, je suis très impressionnée par ça. Alors, par ailleurs, oui, il y avait cette idée de rendre hommage à ma mère qui aimait beaucoup les fleurs, qui voulait toujours qu'on lui offre des fleurs. Et puis, au moment où je racontais ça à quelqu'un, combien je voulais faire un texte sur les fleurs pour ma mère, quelqu'un me dit, tu connais Derek Jarman? Et j'ai dit, oui, je connais, c'est un cinéaste qui a fait un film sur le sida, et comme j'ai travaillé sur le sida il y a très longtemps, j'aime beaucoup son film Blue. Il me dit, mais tu n'as pas lu, alors tu n'as pas lu ses journaux? Et j'ai dit, non, j'ai pas lu les journaux, et j'ai vu son film The Garden, par contre, sur le jardin. Et il me dit, lis-les. Et en effet, Derek Jarman, qui est atteint du sida à un moment donné, va acheter une maison en face d'une centrale nucléaire en Angleterre, c'est un cinéaste britannique, et il va faire pousser des fleurs et des choses à côté de cette centrale nucléaire qui nous rappelle une certaine dévastation, et en étant atteint lui-même d'une maladie qui, à l'époque, n'est pas chronique, mais qui est complètement mortelle. Ça m'a beaucoup, lire ça m'a beaucoup soutenue dans mon écriture. J'avais l'impression que Jarman était capable de faire pousser des fleurs sur les terrains les plus arides, c'est-à-dire sa vie et à côté de cette centrale nucléaire. Donc, c'est un espoir pour moi, le végétal. Voilà. Surtout que pour lui, pour Derek Jarman, il dit que les fleurs et les jardins, c'est un peu un côté thérapeutique.
Ah, Donc, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, non, 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 non. Alors, ne m'imaginez surtout pas en train de faire le jardinier ou la jardinière. Je suis vraiment pas bonne, malheureusement, et je ne sais pas si je pourrais apprendre. Il y a tout un, je vais pas, mais j'adore penser que c'est possible. donc, tu n'as jamais cultivé ton jardin, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai jamais cultivé mon jardin je suis en ce sens-là comme ma mère. Est-ce que les arbres sont toujours vos confidents, puisque vous avez écrit ça, que vous preniez les arbres comme confidents? Est-ce que les arbres sont toujours des confidents? Ah oui, je le crois, oui, 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 oui. C'est difficile de sortir de ça. Il y avait, enfant, j'aimais beaucoup les arbres et j'aimais les fleurs et je leur parlais. Et j'ai du mal à pas leur parler. Alors, ça a l'air, je sais pas, c'est pas la fée des arbres. Je suis pas la fée des arbres, mais j'ai l'impression qu'il y a une présence là, rassurante et bien sûr, leur parler, c'est pas un acte de grande raison, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'enveloppant dans les arbres et que leur parler, mais je ne leur parle pas, ça peut être juste dans notre tête, mais j'ai l'impression qu'il y a toute une vie des arbres et une communication des arbres. Alors, j'ai été très impressionnée par un livre, j'oublie le nom, peut-être que vous le savez, de quelqu'un qui travaille justement sur les arbres et la communication entre les arbres. Je ne sais Oui, pas si c'est vrai. j'arrive pas à prononcer son nom, mais oui, 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 oui. Oui, Je vois comment qui- vous le prononceriez? Alors, je ne sais même pas comment le prononcer. Je crois que c'est un nom allemand et Oui, c'est voilà, je ne le prononcerai très mal. ben voilà, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça en fait littéraire. Je ne sais pas si c'est vrai, vous comprenez ce que je veux dire? Euh, Mais j'ai trouvé ça littéraire, faire parler les arbres. Je me suis dit, oui, c'est à la fois peut-être très scientifique, j'en sais rien, peut-être ça l'est pas du tout, mais en même temps, c'est surtout, c'est digne des légendes, hein, des légendes irlandaises, etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Moi, j'ai relevé une phrase qui m'a beaucoup plu et je la trouvais assez juste. Quand vous parlez du DJ de la mort, vous dites que vous êtes le DJ de la mort, que vous rassemblez tous les souvenirs que vous avez les plus doux et les plus cruels, que vous mixez tout ça et ça vous fait vous réinventer la vie avec votre mère. J'ai trouvé ça fabuleux, le DJ de la mort. Oui, oui, oui. C'est Wohlleben, ça a l'air d'être le Oui, nom voilà. ouais, Il très s'agit de bien. Peter Wohlleben. Merci, merci à Claude. Mais merci beaucoup. Oui, j'ai l'impression que il y a quelque chose de modeste dans le travail du DJ, c'est-à-dire qu'on prend des échantillons de choses qui existent déjà. Et j'avais l'impression de prendre des choses que j'avais peut-être dites dans d'autres textes ou que je m'étais déjà dites et que je faisais seulement les mettre ensemble et les remixer. C'est peut-être pour ça que ce texte, tout à l'heure, pour répondre à votre question tout à l'heure, ce texte a été très facile pour moi parce que je n'ai pas eu l'impression d'inventer. J'ai eu l'impression de simplement penser à la disposition, repenser à une disposition, mais que tous les éléments étaient déjà là. En fait, j'avais tous les morceaux de cette courte pointe et j'aime beaucoup l'image de la courte pointe parce que dans le sida, c'était faire une courte pointe de morceaux, c'était vraiment une pratique pour le deuil collectif. Et donc, j'ai l'impression d'avoir fait une courte pointe de choses que j'ai mises ensemble, mais il fallait juste que je trouve où mettre les morceaux pour que ça marche. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Montréal, vous êtes même membre de l'Académie de lettres du Québec. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a deux références très importantes littéraires dans ce livre, qui est Stéphane Mallarmé et Homère? Non, oui, je suis professeure de lettres, je m'en excuse. Mais j'aime beaucoup, j'ai aimé lire avant d'aimer écrire, c'est-à-dire que j'ai aimé la littérature et il y a des milliers d'années, j'ai fait ma thèse sur Mallarmé et donc j'avais l'impression que ce que j'avais aimé chez Mallarmé, c'était tout son rapport justement aux fleurs. Il parle beaucoup d'autres choses, mais j'avais beaucoup aimé son rapport aux fleurs. Et puis, Homère, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence, mais moi, il y a un livre qui m'a extrêmement troublée et je l'ai lu après
avoir écrit L'absence de tout bouquet. Et je ne sais pas si j'aurais pu écrire L'absence de tout bouquet si je l'avais lu avant. C'est Homère est morte de Hélène Cixous, dont j'ai trouvé que c'est un livre sur le deuil de la mère aussi extraordinaire, renversant. Et donc voilà, et je suis un peu... j'ai l'impression qu'elle a tout dit sur la mort de la mère et qu'elle a dit elle a dit ma mère, même si sa mère est tout à fait différent. Mais oui, je ne sais pas écrire sans lire. Bon, parfois, peut-être ça m'empêche d'écrire parce que des fois, je me dis, oh non, ça c'est trop bien, je ne vais pas écrire là-dessus. Mais je ne sais pas écrire sans lire. Alors, j'ai lu quelque part que votre mère ne vous avait jamais lu. Est-ce que ça, justement, ça libère, ça a permis certaines choses. Alors, celui-là, elle ne l'aura pas lu. Est-ce que vous auriez aimé qu'elle le lise, celui-là? Non, vraiment pas. J'aurais pas aimé. Ma mère n'arrête pas. Alors, peut-être qu'il faudrait que je sois capable d'imaginer ma mère autrement. Mais ma mère, elle n'aurait pas aimé, elle n'aurait pas aimé trouver ça bien. Vous voyez ce que je veux dire? L'écriture, si j'avais pensé à ma mère comme destinataire de mon écriture, je ne pourrais jamais écrire. Ma mère avait un rapport très, 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 très sévère à moi. Et elle m'aurait dit c'est des balivernes, tu dis n'importe quoi, tu te répètes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 non. Ou non, pas ma mère, peut-être celle que je pourrais réinventer, celle que je peux inventer dans les prochaines années, c'est-à-dire une mère aimante. Je veux bien m'inventer une mère aimante, mais ma vraie mère, celle que j'ai eue, qu'elle lise mon livre, non, vraiment pas. Donc, du coup, ça libère des choses. Comme votre mère ne vous a jamais lu, vous étiez très, très libre d'écrire ce que vous voulez, puisque complètement. Vous en êtes sûr à 100% qu'elle ne vous a jamais lu? Est-ce que vous avez une preuve qu'elle m'a... Non, 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 c'est très curieux parce que... peut-être qu'elle a lu des morceaux, mais ma mère n'aimait pas lire. Elle n'aimait pas lire, ça c'est autre chose. Elle n'aimait pas elle détestait tout ce qui était de l'ordre du romanesque, du faux. Elle détestait les séries télévisées à cause de ça parce que c'était pas vrai. Et donc... ça a été, je pense que j'ai choisi le roman parce que c'était déjà hors de ma mère, hors de l'espace de ma mère. Si j'étais devenue biographe de quelqu'un, j'aurais été dans son monde. Elle n'aimait pas vraiment lire autre chose que des biographies. Voilà. Alors, est-ce que d'avoir terminé ce livre, ça vous a libéré de quelque chose? Est-ce que vous pouvez passer maintenant vous avez... Je ne sais pas comment le formuler, mais c'est très compliqué parce qu'on sent que le rapport était quand même très fusionnel, malgré tout, même si vous dites qu'elle était très sévère là. On sent quand même qu'il y avait un rapport fusionnel à votre mère. D'ailleurs, vous dites qu'on n'a qu'une mère, effectivement, on n'en a qu'une. Est-ce que maintenant que vous avez posé, vous l'avez écrit, il est publié, il ne vous appartient plus, tout le monde le lit, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça vous a apporté aussi quelque chose de l'écrire? Alors, je vais vous dire, je vais entrer en contradiction avec ma narratrice. Je ne pense pas qu'on ait qu'une mère. Je pense qu'on en cherche plein dans notre vie et qu'on en trouve. Et que des fois, même, on a deux mères parce qu'on peut être l'enfant de deux mamans. Mais je crois que c'était la tragédie de ma narratrice ou de moi de croire qu'on n'a qu'une mère et de ne pas avoir cherché à la remplacer ailleurs ou à en chercher d'autres. Et il y a des gens qui sont pas du tout mères, mais qui peuvent nous donner des éléments maternels, qui peuvent nous dire « Ah, c'est bien ton livre, il est bien écrit » ou vous voyez ce que je veux dire, ou pas juste « il est super mauvais ». Donc, j'ai l'impression que on peut avoir plusieurs mères et c'est ce que je me c'est-à-dire, et même que je sois capable de repenser, de relire l'histoire de mon passé en essayant de voir comment ma mère m'a donné de l'affection. Mais ça, c'est personnel. En ce qui concerne l'écriture, est-ce que je suis libérée d'écrire sur mes parents? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'imagination et j'écris sur ce qui me touche. Mais là, vous m'avez donné une idée
de roman noir. Peut-être que je vais tuer une mère dans un roman noir dans la ville d'Amos, au Québec. Donc, peut-être que je vais réussir à combiner, aller de l'avant et le roman noir. Donc, j'espère me renouveler un peu, mais je dois vous dire que le poids des deuils, pour moi, est quand même un peu lourd. Voilà. Moi, j'ai relevé aussi une phrase qui irait bien en conclusion, c'est page 40. Vous avez écrit « Dans le terreau de la souffrance, on trouve parfois de quoi faire naître la vie ». Il est très lumineux aussi, votre livre. Hein. Il n'est pas que les spectateurs n'aient pas peur, hein. Même si parfois c'est très sombre, mais il y a toujours de la lumière et c'est toujours très beau et très poétique. Vous avez une écriture très poétique et très lumineuse. Mais merci, mais je voulais que ça soit ça. Je cherche le printemps. Hein. Je voulais chercher le printemps. Je voulais que les fleurs arrivent à renaître. Alors, c'est pas évident là. Là, on est en mois d'octobre. C'est pas mais le printemps reviendra encore. Et donc, j'ai l'impression que je cherche le printemps. Je cherche les fleurs. Je cherche les moments où ça va repousser. Et c'est important pour moi. Donc, c'était un peu ce texte. C'est un printemps qui doit toujours… Je pense qu'il y a toujours de l'hiver. C'est-à-dire, je pense qu'on traverse toujours des périodes difficiles le printemps n'est pas donné une fois pour toutes, justement. Mais bon, on est capable de le réimaginer parce qu'on sait il est déjà venu souvent. Voilà. Quelque chose aussi qui était très intéressant, c'est quand vous dites que mourir, on revient à l'anonymat originel. Est-ce que ça aurait pu, à votre mère qui aimait bien tout ce qui était, elle lisait Paris Match, donc elle aimait bien tout ce qui était les stars et les choses comme ça, l'actualité. Est-ce que revenir dans l'anonymat… ça ne lui aurait pas plu, non. Voilà, ma mère, non, pas du tout. Non, elle avait une vision très… j'allais dire égoïste, un peu égoïste de la mort. C'est ma mort. Ce n'est que ma mort. Il n'y a que moi qui meurs dans le monde. Alors, il y a ça, non, c'était à chacun sa mort et il y a des grandes morts, etc. Donc, je ne pense pas qu'elle pense du tout comme moi, qui essaye de voir la mort comme un cycle. Hein, j'essaie, c'est difficile quand même de penser ça parce qu'on ne sera plus là, mais c'est quand même comme ça que le monde se renouvelle et vit, etc. Donc, mais non, ma mère, je pense, je vais dire comme ça, et les gens qui la connaissaient seront d'accord avec moi, elle n'avait pas beaucoup de sagesse. Ce qui ressort aussi quand on a lu, c'est que cette absence est une grosse présence quand même. Ah ben oui, justement, maintenant je peux en faire ce que je peux. Elle avait qu'à être là. Si elle était là, elle pourrait m'engueuler, mais maintenant elle est qui je veux, parce donc je peux la transformer, etc. Mais c'est une présence, vous avez tout à fait raison, c'est une présence, c'est-à-dire que je m'en rends compte beaucoup parce que moi je parlais au téléphone beaucoup avec ma mère et le soir, souvent, je finissais ma soirée en appelant ma mère et il m'arrive encore, au bout de 2 ans et demi, de dire, bon, je vais appeler ma mère. Et puis, non. Mais c'est vrai qu'il y a une présence qui est inscrite en nous, je pense, dans certains gestes, dans certains objets, etc. D'où ce titre, l'absence de tout bouquet. Voilà. Oui, à chaque fois qu'il y a un bouquet, elle est dedans. C'est un beau cadeau que vous lui avez fait quelque part, à titre posthume. Oui, tout à fait. C'était ce que je voulais lui faire, un cadeau. Je voulais lui offrir un bouquet de paroles, un bouquet de fleurs coupées, hein, de petits fragments comme ça. Oui. Vous avez eu de votre famille, vous avez eu des retours comment sur ce livre? Ah, j'en ai pas eu. Je n'en ai pas vraiment eu. Non. J'ai peut-être… Non, en effet, non. Mais ma famille ne va pas me parler de mon écriture. Donc, nous avons comme ça, c'est un peu comme avec ma mère, il y a des choses comme ça qui sont très séparées. Vous avez un autre sujet de livre, là. Ma famille ne sait pas que je suis écrivaine. Ils pensent que je fais autre chose. Voilà. Quand même, si, ils doivent savoir quand même. Non, mais non, je suis en train de continuer votre roman noir. Ouais,
Non, mais moi, je serais très curieuse de vous voir dans cet exercice-là et je pense que Non, non, mais vous avez raison. Écoutez, je le prends très au sérieux. Vous avez aujourd'hui ouvert les vannes de mon imagination. J'espère que votre éditrice sera contente. Ah ben oui, elles veulent vraiment ça. Elles veulent vraiment, vraiment Justement, ça. comment vous avez travaillé avec votre éditrice sur ce texte-là? Ah de façon simple, je pense que c'est un des textes où on a le moins discuté. D'habitude, des fois, on a beaucoup de discussions, et là, c'était le moins discuté parce que, comme je vous le disais, j'avais l'impression que dans ce texte, les choses étaient vraiment en place, que c'était un texte que j'aurais dû écrire depuis longtemps, et les choses étaient en place. Alors, je suis prête à travailler, oui, je suis prête à travailler, mais là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Vous voyez, c'était comme ça. Vous venez de dire aujourd'hui l'écrire depuis longtemps, mais ce texte, vous ne pouviez l'écrire qu'après la mort de votre maman. Oui, oui, tout à fait. Mais c'était un texte dont j'appréhendais la venue, donc je le connaissais un peu. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Je vois que Frédéric nous a rejointes. Si Annie peut réactiver sa caméra aussi, ça sera super. Merci Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous parce que j'ai vraiment passé. On va continuer avec les questions, effectivement, de cette interview passionnante. Alors, Anne vous demande comment passez-vous de votre voix française à votre voix. On n'entend pas très bien, Frédéric. Frédéric, on n'entend pas très bien. Votre voix française à votre voix. Eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui soient là avec moi. C'est-à-dire, j'ai aussi l'accent roumain des fois parce que quand je parle avec une de mes amies roumaines, ma fille sait tout de suite que c'est à elle que je parle quand je parle au téléphone, parce qu'elle me dit, mais tu as l'accent roumain d'un seul coup. Donc, je me mets à... J'ai quand même pas un accent québécois très marqué, ni français peut-être d'ailleurs, mais je parle comme les autres parlent. Je vous le dis, j'ai aucune imagination, donc, ni originalité. Donc, en général, je prends l'accent des gens qui sont avec moi. Donc, si c'est pour le... Je sais pas si c'est... Donc, comment je passe? Juste simplement par osmose. Voilà. Vous venez de dire ma fille. Alors là, tu n'as pas du tout de son, Frédéric. Je suis désolée. Ah mince, alors. Vous ne m'entendez pas? Oui, vous avez dit, vous venez de dire ma fille, puis après ça, j'ai plus entendu. Là, on vous attend. On t'entend pas. C'est le comble. La liaison avec le Québec est meilleure qu'avec... Non, on t'entend pas du tout, Frédéric, là. Sur le casque? Ah, ça y est, voilà. Bon, voilà. Alors, donc vous avez dit ma fille, donc ça répond à moitié à la question d'Hélène qui dit, est-ce que le fait, alors elle ne sait pas si vous avez, elle vous demande d'abord déjà si vous êtes mère, est-ce que pour vous, le fait d'être mère fait voir différemment le rapport à la mère? Oui, c'est l'est. Parce je suis devenue mère, j'avais 40 ans. Hein, donc, ce n'était pas quelque chose de nécessairement facile pour moi. J'ai pensé toute ma vie que je ne serais jamais mère. Je ne voulais pas l'être. Je me disais, je ne vais pas reproduire cet espace entre moi et ma mère, qui est un espace peut-être peu agréable à habiter. Et puis, quand j'ai eu ma fille, les choses ont changé. Et à ce moment-là, j'ai compris que peut-être je m'étais interdit certaines choses. Et j'essaye, mais ce n'est pas toujours évident de ne pas reproduire la même relation. Donc, j'espère que ma fille peut me parler autrement que après ma mort. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère qu'il y a quelque chose qui puisse se tisser. Et j'espère être un peu moins autoritaire. Mais je pense que je le suis moins, c'est pas difficile à remarquer. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas autoritaire, mais je suis beaucoup moins que ma mère. Il y a une autorité du parent, de toute façon. Et voilà. Mais voilà. J'ai entendu un écrivain dire une fois, depuis que j'ai des enfants, il parlait donc de ses deux parents, je leur en veux encore plus, parce que j'ai appris à quel point c'était facile d'aimer des enfants. C'est une phrase très, très dure qui situait cette façon, tout d'un coup, de regarder l'amour qu'il n'avait pas reçu. Oui, je comprends très bien ce que vous dites, mais je
Je ne pense pas que ma mère ne m'aimait pas. Je ne pense pas que mes parents ne m'aimaient pas. Je pense qu'ils étaient incapables de savoir comment aimer. C'était mon père pour d'autres raisons, parce qu'il était très fou, et ma mère parce qu'elle avait eu des blessures dont elle était incapable de parler. Elle avait vécu la guerre, etc. Donc, mais je ne pense pas qu'ils ne m'aimaient pas. Je pense qu'ils n'étaient pas capables de montrer. Et là, c'est la femme, moi, d'un certain âge, qui est capable de reconnaître qu'ils avaient de grandes limites. Quand j'étais enfant, je ne pouvais pas faire ça. Mais maintenant, je peux me dire, ouais, c'était des gens qui auraient eu besoin vraiment d'aller voir, d'avoir de l'aide psychologique. Voilà. C'est ce qui est très sensible dans votre livre, c'est cette façon dont on sent que vous avez manqué d'un certain amour, mais que vous ne leur reprochez pas cet amour manquant. Je trouve que c'est ce qui est très réussi. Oui, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ça soit un livre de reproches. Je voulais vraiment. Je comprends qu'on ne puisse pas. Je comprends qu'on ne puisse pas. C'est vraiment. Et ça, c'est le travail de l'âge qui m'a permis ça. À 15 ans, je vous aurais dit, ma mère est vraiment ignoble, mais maintenant, j'ai beaucoup d'affection pour ce qu'elle n'a pas pu être. Alors, Claude demande si la nature vous a beaucoup aidé dans votre douleur. Oui. Oui, bizarrement, moi qui n'aime pas la nature d'habitude, et qui est beaucoup, qui suis comme ma... au Québec. Bah oui, je suis pas au bon endroit. Mais mais il y a autre chose. Hein. Je vis à Montréal, il y a du béton, je suis bien. Mais j'avais pas cet amour de la nature. C'est pas quelque chose de naturel. On n'a pas été élevé comme ça, et j'ai beaucoup de mal avec la nature. D'abord, je suis très allergique à tout. Donc, même on n'a pas été élevés ensemble, la nature. Je dois vous dire qu'il y a chez moi en ce moment l'impression d'un manque, que la nature a quelque chose à m'apprendre que je ne connais pas. Et que grâce à Derek Jarman, grâce au deuil de ma mère, grâce au jardinage que je n'ai pas fait, mais que je promets monstrueuse, je pense que j'ai quelque chose là à apprendre, et il y a une humilité que je devrais avoir. Il faudrait que j'arrête d'être la snob qui vit en ville, pour que je me dise qu'il faut que j'aille à la campagne. J'ai tout à apprendre. Alors, vous n'avez pas cette version de la campagne que disait Audiard, la campagne c'est terrible, la journée on s'ennuie et la nuit on a peur. C'est un peu ça mon impression au départ, en effet. Mais je vais apprendre autre chose. En fait, je vais vous dire, j'espère m'étonner encore un peu. J'espère un peu arriver à m'étonner, à découvrir des choses que je n'ai pas faites, que je n'ai pas comprises, et où je les ai toutes mal comprises. J'ai envie de réécrire l'histoire. Voilà. Et je crois que c'est parce que ma mère est morte. Je crois qu'il y a un carcan quand même. Et là, je peux réinventer des choses. Alors, bon, parmi tout, même si j'ai beaucoup de peine qu'elle soit morte, il y a quand même, à un moment donné, quelque chose de libérateur pour moi dans sa mort, si j'arrive à en faire quelque chose. Alors, justement, un écrivain, il rentre dans la peau des autres. Alors, si vous voulez aller dans cette direction, vous pouvez lire le livre de Catherine Lannes, qui est paru chez Belin, qui s'appelle « Dans la peau d'un arbre ». Ah, super! Super. C'est super agréable à lire parce que c'est à la fois une très grande scientifique, mais par ailleurs, elle présente ça de façon très, très agréable. Du coup, c'est une recommandation. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question que se pose une autre Catherine d'ailleurs. Et alors là, je crois qu'elle s'adresse autant à la prof qu'à l'écrivaine. Quelle différence vous faites entre la littérature française et la littérature québécoise, qui est une littérature francophone aussi, mais qu'est-ce qui vous paraît très différent dans l'une et dans l'autre? Alors, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais
je vais le faire d'un point de vue un peu anthropomorphique. C'est l'âge. Je crois que c'est pas une littérature qui a tout à fait le même âge. Et je crois que dans la façon de... Et c'est dans l'institution littéraire. Je trouve que l'institution littéraire française a quand même de la bouteille. Hein? Et ici, et ça peut nous donner parfois une grande liberté de ne pas avoir le même âge. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi dire parce que je vais dire que des bêtises, mais c'est juste parce que là, je suis obsédée par l'âge, étant donné le mien, que je vais répondre comme ça. Alors, peut-être qu'on pourrait poser la même question à Annie, d'ailleurs. Ah! Quelle école, quand même! J'espérais que ça ne vienne pas. J'ai les mêmes réticences que Catherine à ce sujet-là. C'est difficile en plus parce que, comme éditrice, on lit presque essentiellement la littérature qu'on publie. Dans mon cas, ça fait 13 ans que j'édite de la littérature québécoise. Peut-être d'un certain point de vue, maintenant, puisqu'on édite un peu de traduction canadienne-anglaise, je peux en parler un petit peu, on sent qu'on a quand même un rapport qui est très nord-américain avec le langage et avec le territoire. Et ça se voit quand on se met à traduire et quand on se met à trouver des affinités avec des auteurs qui viennent d'un peu à côté, mais de pas si loin, enfin de notre côté de l'océan, disons. Mais sinon, entre la française et la québécoise, je saurais pas trop dire, à part qu'on a été un peu élevé avec la littérature française. C'est assez récent qu'on s'intéresse à ce point à notre propre littérature, je pense. Enfin, qu'on sorte de certains classiques et passages obligés. Donc, il y a quelque chose d'une redécouverte de soi en ce moment qui se produit au Québec, qui est très libératrice. Voilà, c'est ce que je peux en dire de mon point de vue. En tout cas, nous, on se régale depuis qu'on fait ces rencontres avec la littérature québécoise parce que je trouve que c'est, d'une certaine façon, les auteurs et les libraires sont des passeurs, tout comme le sont les éditeurs d'ailleurs. Et cette fonction de passeur, elle est encore plus importante quand on aborde une littérature qu'en plus on peut lire dans la même langue. Donc c'est quand même très précieux parce que malgré tout dans la traduction on perd quand même toujours des choses, ne serait-ce que la langue elle-même. Donc nous on se régale vraiment avec Nathalie depuis qu'on fait ces rencontres et on trouve les livres d'une très très grande qualité. Voilà. Peut-être qu'on est tombé sur les bons, hein. Non, mais je Non, il y a une autre dimension, je trouve. Justement, l'histoire des grands espaces. Alors, mais préparez-vous, Annie, à avoir un prochain roman de Catherine qui va se passer dans les grands espaces où elle va tuer tout le monde. Il y aura des animaux, il y aura des végétaux, ça va être terrible. Je pense que c'est ça. Et vous allez être le personnage principal, Nathalie. Ça. Mais, non, je trouve que c'est ça. La dimension, elle est là aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur et je pense que c'est le fait des grands espaces qui fait ça aussi. Il y a ça, oui. D'ailleurs, c'est aussi une littérature, les grands espaces qu'on a découvert avec tous ces livres traduits qui viennent chez Galmester, les éditeurs. Voilà, il y a tout d'un coup quelque chose autour de ces grands espaces. J'ai une question de Claude à nouveau qui demande, vous avez des classiques comme Maria Chapdelaine? Oui, on a des classiques. Et donc, par rapport à ce que vous avez dit, sûrement. Oh, oui, tout à fait. Ben, il y a quand même. Oui, c'est pas une littérature qui arrive aujourd'hui, hein, mais bon, je pense qu'il n'y a pas le même. Et puis, bon, on a un rapport aussi à nos classiques. On est toujours en train d'en refaire un film. Hein. Maria Chapdelaine, il y en a un autre là qui sort. C'est-à-dire, on n'a pas tant de choses que ça et on les exploite bien, nos classiques. Donc, je veux dire, on n'a pas ce poids de l'histoire aussi que peut-être vous sentez en France. On n'a pas l'histoire ici et là, hein, mais j'ai beaucoup de mal à parler de la différence
entre les littératures. Je trouve que c'est très complexe parce que souvent on aime des écrivains qui sont précisément pas l'archétype du littéraire ou de l'écrivain ou de l'écrivaine tel qu'on le décrirait là. Ce qui peut être intéressant au Québec, c'est quelqu'un qui ne va pas faire sur les grands espaces, qui va faire justement sur la famille et sur l'insupportable de la famille. C'était Michel Tremblay qui a travaillé sur les belles salles. Vous voyez, puis alors, c'est compliqué de... Je comprends qu'on fasse ça, mais... c'est difficile aussi c'est difficile d'arriver à dire ce que serait l'écriture. Mais ce que disait Annie sur l'éducation, je pense que là c'est très juste, c'est-à-dire moi, ma génération n'a pas été beaucoup éduquée à lire des textes québécois. C'est-à-dire, nous avons été formés dans ma génération à beaucoup lire de textes français, ou alors des autres littératures, et là, il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va se stratifier aussi, parce que savoir raconter son histoire, ça la stratifie aussi. Donc, voilà. Cela dit, nous aussi, on a été élevés en lisant que des morts. Oui, mais c'était les vôtres, Ma première intervention dans un lycée, ça a été le prof de français qui me dit « Vous êtes le premier auteur vivant qu'ils vont rencontrer, c'est formidable. » À 8h du matin, c'est calme. Bon, je n'ai plus de questions. Je te laisse la main, Nathalie. Alors, moi, je vais dire à nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent, surtout d'aller en librairie. Alors, vous trouverez en France, dans les librairies, il faut demander donc l'absent de tout bouquet aux éditions Sabine Vespizer. Après, vous pouvez l'acheter à la librairie du Québec à Paris. Vous aurez la version héliotrope, j'imagine. C'est la même, hein, je dois. Oui, c'est la même, mais les couvertures sont différentes. Vous pouvez faire des trucs. Voilà. Si on a envie d'avoir la couverture avec la rose, on achète la version des éditions Héliotrope. Si on veut une couverture aussi belle avec des couleurs et un peu sobre, on achète la version Sabine Vespizer. Donc, on remercie nos librairies partenaires, donc la librairie Doucet au Mans et la librairie du Québec à Paris. Nous, on retrouvera notre rendez-vous mensuel le mercredi 3 novembre avec Claudine Dumont. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'Intrusive. Ça pourrait vous intéresser, vous donner des idées, Catherine. C'est diabolique à souhait. Donc voilà, elle est publiée au mot et au reste. Sinon, nous, on se retrouve mardi à 19h avec Arnaud Vivian pour Cantique de la critique. Un grand merci à Annie Goulet, éditrice aux éditions Héliotrope, d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci aux éditions Héliotrope. Un grand merci à Mireille Lacroix de la délégation générale du Québec à Paris de nous permettre de rencontrer tous ces auteurs et ces éditeurs. Et surtout, un grand merci, Catherine, à vous d'avoir été avec moi ce soir et à nous. Merci de nous avoir fait découvrir votre mère, malgré tout, à travers ce roman, parce qu'elle est très attachante, je tiens à le redire. Je lui dirai. J'espère bien. J'espère qu'elle nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Et cultiver votre jardin, c'est très important. Je vous souhaite une bonne journée, mesdames, et puis bonne soirée à nos amis qui nous regardent ici en France.